2017 sera de ce fait l'année de la rigueur et de la vérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur, la vérité et la bonne foi. Vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Je suis en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Alors Bédel Baouna, c'est l'été, je vous vois déjà gai, joyeux. Je pense que le soleil vous apporte la bonne humeur, Bédel Baouna. Nous ne sommes pas ici à Paris au cœur des tonnerres, pour le Brazzaville. On n'est pas dans le roman de Joseph Conrad ici à Paris. Il fait beau, on n'est pas non plus chez l'UDR l'UDR Mpimpa ou l'UDR Nkokila. Ici, on est sur le plateau de décryptage. Voilà, même en été, Bédel, on a toujours le petit mot pour vous égayer, pour vous donner de la matière. Alors, Bédel, on a deux sujets. D'abord, on parlera d'Emmanuel Macron. On l'a peu évoqué ici depuis qu'il est élu. On l'a vu quand même début mois de juillet. Il était au Mali, en fait, à Bamako, du G5 Sahel. Donc, vous l'avez dit, du G5 Sahel, c'est quoi exactement? Est-ce que là, on peut dire, Bédel Baouna, qu'on a pu apercevoir, si vous me permettez de cet aperçu, la fameuse politique africaine de Macron? On l'a reproché pendant les élections, il n'a rien dit, il n'a pas tenu de grandes promesses comme à l'époque de François Hollande. Il voulait éradiquer la France-Afrique. Il s'est engagé à rien du tout. Sauf que là, on l'a quand même vu à Bamako avec des paroles très très fortes devant des hommes qui sont tous, selon ses pères ou encore ses grands-pères. Oui, il était devant ses grands-pères, parce que Idriss Déby a déjà un arrière-enfant, je crois qu'il a 45 ans, donc sinon ses arrière-grands-parents même. Bon, il faut dire une chose, la visite d'Emmanuel Macron au Mali le 2 juillet faisait suite à la publication de sa photo officielle, qui a fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, une photo dans laquelle on relevait que la communication était pensée vraiment au pixel près. Une communication presque réussie. Ou bien qu'il était dans les pas même de Barack Obama. Bien. Il est allé au Mali. Et là aussi, chacun de ces mots, chacun de ces paragraphes, chacun en quelque sorte de ces déplacements a été très pensé. Donc chaque mot bien pesé, il faut dire ce qu'il faut. Et il a dit la vérité. Je crois que d'ores et déjà, nous pouvons estimer ou dire même qu'il a pris le contre-pied des attitudes passées. Il y a eu dans le discours de Bamako, du 2 juillet donc, devant ses grands-parents du G5, c'est-à-dire du président du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie, il a eu en quelque sorte une sorte de droit d'inventaire de la politique africaine de la France. Et il faut espérer que cela continue. Mais, chers amis, comme vous le savez, les mots étant ce qu'ils sont, entre les mots et la réalité, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas, et que les promesses n'engagent que ceux qui les entendent ou ceux qui les écoutent. Combien de discours n'a-t-on pas entendu sur l'Afrique, à Dakar, à Bamako, au Ghana, à New York, à Paris, sans que derrière, vraiment, la politique ou bien les moyens ne suivent. Mais quoi qu'il en soit, Macron, en tout cas, a fait le contraire de ses prédécesseurs. Et lui, il semble privilégier désormais le résultat plutôt que l'intention. Alors, est-ce que ce n'est pas hypocrite? Comment peut-on envisager des résultats avec ces hommes qui ont échoué, tel que vous le dites souvent ici? Mais c'est parce qu'il fait confiance, parce qu'il leur fait confiance et en même temps qu'il est pragmatique. Ce n'est pas lui qui les a placés au pouvoir. Donc, ce n'est pas à lui de les déloger du pouvoir. Mais puisqu'il est là, mais puisqu'il va faire en sorte que d'aller plaider dans les institutions internationales financières pour ses arrière-grands-parents africains, à ce moment-là, il a le droit de leur demander des comptes. Ce n'est que normal. Prenez tout le budget de la France, par exemple. 12 000 milliards ou 13 000 milliards d'euros. Donnez ce budget au Congo, cher ami, pas même le Dongo ne poussera. Jamais.
tant qu'il y aura des gens comme les Jean-Jacques Bouya, comme les Ondongo, rien ne poussera. Donc, Emmanuel Macron a tenu compte de tout ça. Écoutez, vous avez des hommes, mais moi, vous avez vos coutumes, votre façon de voir les choses, votre mentalité de pilleur, de voleur. Moi, je ne peux pas plaider votre cause si le résultat n'est pas au rendez-vous. Le maître mot, ça a été le résultat. Il le dit bien, ce sera à vous et à vos armées, par exemple, de convaincre que le G5, donc par extension aussi que l'Afrique francophone, peut être efficace dans le respect des conventions humanitaires. Les résultats doivent être au rendez-vous pour convaincre nos partenaires. Qu'a-t-il voulu dire? Que je suis prêt à aller défendre votre cause, mais à condition que le résultat soit au rendez-vous. Mais dans un pays comme le Congo où tout est désert, comment voulez-vous que le résultat soit au rendez-vous? Et d'ailleurs, si Idriss Déby avait pris le devant dans une interview sur TV5, je crois, en accusant la France, c'est sûr qu'il avait déjà été briefé par ce que viendrait dire Macron. Un sommet entre chefs d'État ne peut pas se passer sans préparation. Non. Donc on lui a dit que Macron dira ça, et ça, se sachant incapable de résultat, il avait pris le devant. C'est la seule analyse que l'on puisse faire sur la fameuse sortie d'Idriss Déby. Parce que c'était un aveu d'échec et d'impuissance. Oui, moi je n'ai rien fait parce que c'est la France qui m'a mis au pouvoir. Moi j'étais pour moi au lit, je dormais. La France est venue, un constitutionnaliste est venu, il a changé la constitution. Donc même si je n'ai pas de résultat, vous devez me soutenir. Parce qu'il le savait que Macron désormais va leur demander les résultats. Et pour M. Sassou et son clan mafieux, je pense que ça devient difficile. Ça deviendrait difficile si Macron reste ferme sur cette ligne et inflexible. Je crois que c'est l'un des moyens de faire partir tous ces voleurs. Permettez que je sois un peu sceptique. Hein. Vous l'êtes souvent, mais là, je vais peut-être prendre votre place, jouer votre rôle. C'est que ces discours aussi fermes, inflexibles et développés, on les a entendus. Beaucoup de fois. Je vous l'accorde. J'étais au Bourget en 2012, oui, et quelques mois plus tard, voilà, Sassou a le droit de consulter son peuple. Et même... Mais quel crédit accordé à Emmanuel Macron par rapport à tous ces discours? Parce que tout commence déjà par le discours. Quel crédit accordé à Emmanuel Macron? Macron n'est pas Hollande. C'est une évidence. Chacun est unique. C'est vrai. Donc, enfin, rien que pour cette raison, oui, on peut lui faire confiance déjà. Donc nous pourrions avoir des préjugés favorables, des a priori. Attendons. Le bénéfice du doute. Attendons. Mais je crois que ce jeune homme veut laisser une trace dans l'histoire. Et il pourrait faire quelque chose. Il ne cherche pas la bagarre. Il n'a pas dit qu'il va aller déloger les roitelets d'Afrique. Mais il leur dit que moi je veux les résultats si vous voulez que moi j'intervienne pour vous. C'est déjà une menace. C'est déjà des épées de Damoclès sur la tête de M. Sassou. Et M. Sassou qui est là depuis 50 ans, qui a volé, qui a pillé, qui a déconstruit, qui a détruit, accompagné par ses affidés fidèles que le ventru M. Jean-Jacques Bouya, ils n'ont aucun résultat, à part les petites routes de 2 mètres, ou bien les ventes de tissage ou de cartes de téléphone mobile, il n'y a que ça qui marche là-bas, et l'angok. C'est tout. Ou bien la propagation des maladies. Voilà, ça oui. Et ça, pour ça, en tout cas, ils ont réussi. Ou bien les morts là-bas à répétition, cascade au CHU. C'est tout. Donc, je pense que c'est une bonne, et je dirais même, un moyen efficace de faire partir ces gens. Vous voyez, sans bourrasque, sans vent. Calmement. Moi, je ne tire pas sur vous, je ne fais pas de coup d'État. Mais, apportez-moi les résultats. Comme au baccalauréat. Vous avez 0, vous redoublez. Quand Emmanuel Macron se fait comme ça l'avocat des pays africains auprès des institutions internationales, est-ce n'est pas une manière de replacer en fait l'avenir, notamment déjà l'Europe, il a replacé l'Europe au centre de la politique de la France, même au niveau international. Est-ce n'est pas une manière comme ça de ramener en fait les institutions demain, le sort de l'Afrique, notamment du Sahel, ne dépendra pas que de la France seule, mais des grandes institutions, alors qu'on sait que ces pays-là boudent. Déjà le FMI qui est boudé, qui demande un plan de réajustement qui est boudé, ça veut dire que tout reviendra à ces institutions pour que l'Afrique rejoigne, je dirais, le cercle vertueux. Monsieur Makosso, il ne faut pas être contradictoire. C'est ça le problème aussi de l'élite africaine.
d'un côté, on étrille les institutions internationales. Oui, voilà, qui ne servent à rien, qui ne foutent rien. Mais de l'autre côté, dès qu'ils ont le moindre bobo, ils courent vers eux demander de l'aide. Donc soyons sérieux. Ou bien vous avez votre capacité d'auto-indépendant, ou bien indépendant, d'autonomie, que vous n'avez besoin de personne, ou bien vous n'avez aucune capacité. Je ne vois pas comment on peut étrier aujourd'hui le FMI tout en lui sollicitant de l'aide. Le Cameroun a mis 35 ans. Il n'allait pas au FMI. Maintenant, il y a 1 mois ou 2 mois, le FMI lui a accordé 662 millions de dollars d'aide. Mais la contrepartie, c'est justement les fameux programmes d'ajustement structurel. Ils ne peuvent pas vous donner de l'argent comme ça, gratos, sans une contrepartie. Ah non, pas du tout. Donc voilà. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt de critiquer ces institutions si vous-même, vous n'êtes rien, que vous n'avez rien fait. Donc, quand on n'est rien, on se tait. Quand on est pauvre, on se tait. C'est ce qui se passe. Donc, ce n'est pas le petit sommet des chefs d'État africains, des dictateurs qui s'est tenu là à Addis Abeba, c'est pas début juillet, qui va faire fléchir la position d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il n'y était pas. Au contraire de François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui, eux, allaient s'afficher là-bas pour être encensés par les roitelets d'Afrique. Mais le temps où les bongos faisaient déloger des ministres ici en France, je crois qu'il est révolu avec Macron. C'est une forte tête. Hein. On l'a sous-estimé, moi-même y compris. Je n'ai pas cru en lui. Mais d'après ce qu'il est en train de démontrer, je crois qu'on peut lui faire confiance. Oui, il faut qu'il exige des résultats, c'est tout à fait normal. La France apporte son aide dans ces pays-là francophones. Mais en retour, il n'y a rien. Ah non, c'est fini, il faut faire quelque chose. Voilà, Bédiel Baona, nous vous ferons aussi confiance par rapport à vos conseils de lecture. On va évoquer en fait un livre, Confession d'une sardine sans tête de Guy Alexandre Sounda. Alors, c'est un livre, vous me permettez l'expression triviale, un peu bizarre. Et vous me le conseillez. Guy Alexandre Sounda est passé sur Zela TV. Hein, oui, exactement, oui. Oui, oui, nous l'avons déjà évoqué ici voilà. D'ailleurs dans un numéro de décryptage, pardon. Je l'ai évoqué, mais je l'avais juste survolé. Oui. Bon, là, je l'ai lu. Ouais, là, oui, oui, et que l'auteur, Guy Alexandre Sounda, est aussi passé sur ce plateau, reçu par l'ami Anthony Mouyongi. Alors, moi, j'ai lu ce livre. En tout cas, il est l'un des livres qui monte plus cette année. Alors que vous êtes souvent assez difficile, si vous me permettez. C'est un euphémisme de dire que je suis très exigeant. Moi, je m'attelle. Moi, c'est phrase par phrase. Quelle est cette phrase? Est-ce qu'il y a une palage? Est-ce que c'est une sylepsie? Est-ce que c'est un zeugma? Est-ce que dans la construction, il y a une caractérisation indirecte, une caractérisation directe? Est-ce que la structure? En tout cas, je puis dire que M. Guy Alexandre Sounda est un romancier. Romancier... De la part de Baouna, c'est pas... Peut-être pas, je dirais que c'est un grand conteur. Alors, oui, alors, en attendant que vous arriviez là, pour vous caractériser de grand conteur, moi, je me pose une question, parce que, est-ce que ce livre, en fait, si vous me permettez, Confession d'une sardine, est-ce c'est un roman ou un conte? Parce que on navigue un peu entre les deux, en fait, on ne sait pas trop exactement, puisque c'est un roman à 2 voix, en fait, on sent... À 2 voix, ouais, pas emboîté, hein, mais 2 voix qui se superposent, en fait, en quelque sorte. Il y a, d'ailleurs, le titre était désopilant, Confession d'une sardine sans tête, mais c'est une métaphore. Oui. C'est une métaphore. Une métaphore, mais une expression aussi congolaise, hein, oui, aussi. Hein. Oui, oui, oui. C'est sa mère, pourquoi lui a ordonné, pourquoi lui a donné ce nom de sardine sans tête, mais c'est parce qu'il avait de gros yeux, en fait, justement, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est sa mère, dès le début du roman, qui lui dit que, écoute ceci mon bébé, la tante Françoise Nsonnier n'a pas voulu être désobligeante avec toi, elle voulait juste te prévenir de ne jamais mettre de la dureté dans tes yeux quand tu regardes une grande personne, sinon elle pensera que tu as perdu la tête et que tu es capable d'une sorte de fourberie. Donc voilà d'où vient le surnom de sardine sans tête. Un roman très métaphorique, oui. L'auteur, c'est un conteur, en fait, il faut le dire, au départ, et il est comédien. Donc, du coup, il a fait appel à ses qualités de conteur-comédien pour écrire ce roman qui a un langage. Oui, il invente, et c'est ça l'innovation, ou bien l'originalité, justement, de ce roman. La structure même
est théâtral. Il y a unité de temps, d'action et de lieu. Le roman commence à 18h et finit le lendemain matin à 8h. Et c'est l'histoire... à Paris. À Paris, place Henri IV. Oui. Donc, comme vous l'avez dit, il y a deux personnages. Il y a un écouteur assermenté, lequel consigne les confessions d'un homme, un sexagénaire, qui veut fêter ses 30 ans, ses 30 poires, ses 30 colas, ses 30 pommes, donc comme le dit l'auteur, mais en fait, il en a 60. Que se passe-t-il? C'est un combat dans ce livre. En tout cas, le personnage de nous montre avoir un combat intérieur. L'auteur veut tirer un trait sur son passé. Il a tué dans son pays natal 76 personnes. Mais comment faire pour oublier ce passé? Et là, je vous assure que c'est pas évident, cher ami. C'est pas très évident d'oublier le passé. Et d'ailleurs, pour revenir chez nous dans notre pays, quand les Sassou partiront, les Ndenge, les Okemba, comment ils feront pour oublier leur passé, tous ces crimes? C'est dans l'insoutenable légèreté de Milan Kundera, paru en 1984, je crois que c'est le grand Milan Kundera qui dit « Le drame d'une vie peut toujours être exprimé par la métaphore de l'apesanteur. On dit qu'un fardeau nous est tombé sur les épaules. On porte ce fardeau. On le supporte ou on ne le supporte pas. On lutte avec lui. On perd ou on gagne. » Alors, ici, qu'en est-il donc du personnage énonciateur? Parce qu'il y a un personnage locuteur qui est l'écouteur de Mortimer. Alors, lui, il se considère comme un cabotin. Donc moi, si vous voulez, je vais conseiller à nos amis lecteurs vite de lire ce roman, Confession d'une sardine sans tête, de Guy Alexandre Sunda. Mais si vous voulez, hein, je peux vous lire quelques perles là, si vous voulez. Par exemple, moi, un taré, jamais. Je suis un écorché, même si ça ne se voit pas sur ma peau. Écorché par les pentes abruptes que j'ai gravées dans mon passé. Tout ne se dit pas. Josiane aurait dû le savoir depuis le temps que nous dormons ensemble et qu'elle m'entend pester dans mon sommeil, surtout depuis le matin où j'avais essayé de m'ossir sur le balcon avec un lacet de cuir, après lui avoir écrit sur le mur une lettre d'adieu que du reste elle n'avait pas pris la peine de lire. Je m'en souviens très bien. Je venais de m'envoyer 5 tasses de café arrosé. Subitement, il avait commencé à faire chaud dans ma tête, chaud comme dans une fournaise de braise. Nous étions au milieu de l'hiver. Pourtant, normalement, à cette saison-là, les choses et les êtres caillent comme il n'est pas permis. Mais là, non. Mes nerfs semblaient cramer. Mes cadavres ne savaient plus où s'enfuir, ni où se rafraîchir. Ils se poussaient, se rentraient dedans. En clair, ils voulaient sortir, mais peinaient à trouver l'issue. Voilà, cher ami, quelqu'un qui se bat contre son passé. Il a pris quelques tasses de café. C'est ça aussi la métaphore. Mais les gens qu'il a eu à exécuter dans son pays, là-bas en pays congolois, d'ailleurs, où il dit, dont il dit que la guerre a fait de notre pays un poème cousu de vers absurdes. Voilà quelqu'un qui se bat contre son passé. Il n'en peut plus. Il a tué trop de gens. Mais comment le dire? Et tout l'art de Guy Alexandre Sunda. Je dis bravo, cher ami, bravo. Mais le problème en littérature n'est pas tant de prouver. Guy, tu as prouvé que tu étais un romancier. Mais maintenant, il faut confirmer. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mon grand, j'attends ton deuxième roman. Voilà. Bon. En attendant ce deuxième roman, merci Bédé Baouna. Oui, de rien, oui. Alors, je voulais vous parler d'une nouvelle collection littéraire dans une maison d'édition de la Tour, une maison d'édition à compte d'éditeurs et non d'auteurs, comme ils l'ont fleuri ici ou là. Donc, il y a une collection africaine. Donc, si vous avez des textes bien écrits, pas de bricole, vous contactez Zana TV, nous nous transmettrons. La maison, cette nouvelle collection chez cet éditeur est dirigée par quelqu'un que vous connaissez et que vous connaissez très bien, le poète Thierry Sinda. Mais si vous avez des textes, il suffit de nous contacter par Zana TV et nous transmettrons. Mais pas de bricole, cher ami. Nous aussi, on ne va pas bricoler, même si c'est l'été, bien sûr. Merci, Bédé Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage, mais bien sûr, c'est un décryptage pour l'été, donc profitez-en.
Encore merci à toute l'équipe, merci toujours. Un grand coucou à nous, coucou Ngakoso. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.